Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet épisode de La Voix de la diversité. Tiens, petit changement de nom. Ah, vous avez remarqué vous aussi, hein? Eh bien oui, afin de préciser le sens et la raison d'être de notre balado, c'est désormais sous le nom de La Voix de la diversité que vous pourrez nous retrouver toutes les 2 semaines sur les plateformes d'écoute en ligne. L'émission reste bel et bien préparée et produite par des membres de l'association Francophonie sans frontières, certains que vous avez entendus quelquefois et j'en profite pour saluer leur travail. Il s'agit de Mélissa Serrano, Aïssatou Job, Ronan Dumalabé, Scott Molichaud et sans oublier Sophie Hamel Dufour. Je suis Thibaut Temerman et je vous parle depuis Montréal. Nos invités de ce jour sont Martin Biorun, depuis Montevideo en Uruguay, pour évoquer, mais oui, la langue française dans ce pays. Lionel Moussongo, depuis Yaoundé au Cameroun, afin de nous présenter un projet résolument féministe et soutenu par l'Organisation internationale de la francophonie, ainsi que Cécile Lazartigue-Chartier, depuis Montréal également, pour une nouvelle chronique sur l'interculturel. Notre association, Francophonie sans frontières, est déjà présente dans une trentaine de pays à travers ses correspondants, y compris dans des pays qui n'ont pas le français comme langue officielle. Une nouvelle preuve de cela avec Martin Biorun, notre correspondant en Uruguay. Martin, bonjour. Bonjour, ravi d'être avec vous. Oui, le Et, plaisir est euh, partagé. Ah, oui. et bon, ici, nous sommes l'hémisphère sud, donc il fait l'été maintenant. Je suis ravi de partager avec le monde entier la grande famille de la francophonie. Et un peu de soleil en ce qui nous concerne à Montréal, merci beaucoup. Alors, Martin, qu'est-ce qui explique cette présence de la langue française en Uruguay? Bon, en Uruguay, c'est dans les débuts, vers 1800, un quart de la population était des immigrés français. Donc, évidemment, ça a eu une influence importante dans le pays. Il y a eu même 25 000 Français résidant en Uruguay. Maintenant, il y a 3 000. Évidemment, tout au long des années, il y a eu aussi quelques immigrants suisses, canadiens ou d'autres pays francophones d'Afrique. Mais bon, la grande majorité étaient des immigrés français vers 1800-1830, l'année de l'indépendance. D'accord, donc il y a vraiment une présence des francophones en Uruguay, mais j'ai cru comprendre également, en préparant cette émission, que les Uruguayens étaient sensibles à l'actualité, à l'histoire de la France et de la francophonie. C'est exact, Martin? Oui, en fait, il y a eu le français comme langue obligatoire au lycée public uruguayen, comme langue vivante 2 à côté de l'espagnol, jusqu'à 1990. Donc, les personnes les plus âgées parlent le français. Ils ont eu 3 ou 4 années de français au lycée, même plus que l'anglais. Mais bon, après 1990, il y a eu un changement qui privilégie l'anglais et le portugais à l'enseignement public uruguayen. Donc, les plus jeunes, sauf les francophones comme nous, ne parlent plus le français. Il y a aussi des éléments symboliques, comme tu as évoqué, la visite du général Charles de Gaulle. À l'occasion de la libération de Paris, il y a eu des manifestations pour soutenir la France ici en Uruguay. Euh, et aussi, tous les derniers ambassadeurs du Canada ont été québécois. Donc, il y a un lien entre l'Uruguay et la francophonie. C'est en plus le premier pays d'Amérique latine qui est entré à l'OIF comme membre observateur, mais c'est le premier. Et rassurez-nous, Martin, même si le français n'est plus langue obligatoire, ce n'est pas seulement une question de génération. Bon, les plus jeunes s'intéressent au français, mais quand ils commencent à voir que le français fait une différence, qu'il y a tout un espace francophone, et donc
quand ils sont à l'université, par exemple, ils s'inscrivent dans des cours qui offre l'État ou même l'Alliance française pour commencer à se rapprocher du français. Mais il y Il a y a un une... esprit, Ah, une oui. culture qui est plus qu'une langue. Il y a une culture francophone dans l'esprit uruguayen. Et une vie francophone aussi à Montevideo, la capitale. Bon, à Montevideo, il y a une forte vie francophone du côté de la gastronomie. L'Alliance française en tête. Tous les 2-3 mois, il y a une foire gastronomique intéressante où participent la France, la Belgique, le Québec. Et, euh, et il y a aussi une présence assez petite d'immigrés francophones d'Afrique, mais minoritaire pour l'instant. D'accord. Ah ben, en tout cas, cela nous a permis de voyager dans ce pays d'Amérique du Sud et nous allons tous nous souhaiter de pouvoir de nouveau profiter de ce que l'extérieur peut nous offrir à nous et à nos proches en 2021. Martin Bioroun, merci beaucoup Merci à vous. et bonne journée à Montevideo. Un nouveau fonds de solidarité de l'Organisation internationale de la francophonie, et appelé La francophonie avec elle, au pluriel, va appuyer 59 projets, dont 5 au Cameroun. Et notre chroniqueur sur place, Lionel Moussongo, va nous parler de l'un d'eux. Lionel, bonjour. Bonjour Thibaut, bonjour à tous. Alors tout d'abord, Lionel, peux-tu, en quelques mots, nous rappeler ce qu'est ce fonds de solidarité La francophonie avec elle? Très bien Thibaut. Donc, le Fonds de solidarité, la francophonie avec elle est une initiative lancée par l'Organisation internationale de la francophonie en juillet 2020 sous l'égide de la secrétaire générale, Madame Louise Mushikiwabo, avec pour but de soutenir les femmes victimes des affres de la crise sanitaire et économique liée au coronavirus. Donc, ce fonds a été mis en place pour les appuyer économiquement. Il a été doté pour un démarrage de 3 millions d'euros grâce à la contribution des pays membres. Et parmi les 5 entreprises bénéficiaires de ce fonds au Cameroun, Lionel, il y a l'African Women in Startup ou African WITS. En quoi consiste ce projet? Exactement, Thibault. Donc, parmi les 59 premiers bénéficiaires, il y a 5 entreprises camerounaises, donc une que j'ai pu rencontrer qui s'appelle l'African Women in Tech Startup, qui est une structure d'accompagnement dédiée aux femmes et aux jeunes filles avec pour but de booster l'entrepreneuriat technologique et féminin au Cameroun et en Afrique francophone de manière générale. Cette structure-là appuie ses activités autour du numérique qui fait office d'incubateur de start-up, de structures d'expertise en projet digital, de mentorat, de projets de mentoring également et de renforcement de capacité, entre autres. Et comment cette structure, l'African WITS, compte mettre à profit cet appui de l'Organisation internationale de la francophonie? Quels seront les projets qui seront appuyés ainsi, Lionel? Donc, pour relancer ces activités en quelque sorte qui ont été un petit peu brusquées par la crise, l'African Women in Tech Startup compte mettre en place un nouveau programme qui va s'appeler Caravel. Donc, l'objectif est d'accompagner environ 300 femmes victimes des crises sociopolitiques au Cameroun et notamment les femmes déplacées des crises anglophones, des attaques terroristes de la secte Boko Haram dans le septentrion camerounais. Donc, l'idée est de les accompagner pour utiliser l'outil numérique pour la promotion de leur production visant à leurs besoins et à assurer l'éducation de leurs enfants. Il me semble par ailleurs que ce programme African WITS a un programme phare. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Lionel? Donc, le programme phare de cette structure s'appelle Festival Femmes Numériques, qui permet en gros, durant 3 jours de la célébration de la Journée internationale de la femme, de contribuer à la réduction de la fracture numérique du genre au Cameroun. Donc, c'est vraiment le programme phare de cette structure qui accompagne environ 300 femmes à chaque édition. Voilà.
D'accord. Ben, c'est en tout cas une excellente initiative que de mettre à profit les nouvelles technologies, de les mettre à la disposition de toutes et tous pour éveiller de nouvelles vocations et faire se rapprocher le monde. Merci beaucoup pour cette présentation, Lionel Moussongo. Merci Thibaut. Je vais partager juste avec les auditeurs un Mais petit oui, proverbe que la structure a souhaité partager avec nous qui est oh en oui, anglais. allez-y. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Donc, si tu veux aller vite, marche seul, mais si tu veux aller loin, marchons ensemble. Il me semble que l'ancien maire d'une grande métropole francophone avait également ce proverbe à la bouche régulièrement. Ah, Merci d'accord. beaucoup, Lionel, et bonne journée à Merci Yaoundé. Thibaut. Merci Thibaut. Merci à tous. Nous avons le très grand plaisir de recevoir à l'émission cette semaine Cécile Lazartigue-Chartier, consultante interculturelle. Bonjour Cécile. Bonjour Sophie, chère francophone de par le vaste monde, ravie d'être avec vous pour partager autour de l'interculturel. Alors, la dernière chronique, j'avais fait référence à plusieurs auteurs contemporains extrêmement intéressants. Je vais vous les présenter, enfin quelques-uns, pour commencer notre culture générale. Ça s'imposait. Extraordinaire, Cécile. Alors, plongeons un peu plus en profondeur dans la communication interculturelle. Vous allez nous parler de 3 livres en particulier. Alors, allez-y pour le premier. Alors, à tout seigneur, tout honneur, commençons par un des livres phares de Fons Trompenaars, le livre qui est communément reconnu sur le management interculturel serait L'entreprise multiculturelle aux éditions Maxim. C'est le fruit d'une gigantesque étude sur les perceptions et comportements dans le monde. En fait, plus de 80 000 personnes interrogées. L'entreprise multiculturelle est l'ouvrage de référence sur la compréhension des différences culturelles au travail. C'est vraiment spécifique. Il a définitivement tordu le cou à l'idée qu'il puisse exister une méthode unique de management applicable partout dans le monde. Et je dois dire, pour être spécialiste de la chose, je suis ravie parce que oui, c'est important qu'on arrive à aller au-delà de ça. Non, il n'y a pas de recette magique. Puis c'est tellement complexe que ça fait appel à des référents très, très différents. Dans ce livre, les auteurs, donc Fons Trompenaars, mais aussi Charles Hampden Turner, affinent davantage leur modèle d'analyse culturelle, élaboré donc à partir de ces 80 000 questionnaires, et cela permet de déterminer précisément le type d'environnement culturel de chaque entreprise. Donc, on part de l'individu et on voit la culture de l'entreprise. Ainsi, partout dans le monde, les cadres responsables des ressources humaines ou les dirigeants sont désormais à même d'adapter en conséquence leur conduite et leur style de management. Alors ça, c'est une possibilité. Le font-ils? La question demeure. Il faut avouer que la partie n'est pas gagnée, mais chaque avancée est nécessaire. Cécile, ce qu'on comprend donc de ce premier auteur phare, s'il en est un, c'est que la communication interculturelle, c'est beaucoup plus qu'une théorie, c'est très pratico-pratique. Tout à fait. En fait, oui, la théorie permet de poser des jalons, mais on est en plein les mains dans le cambouis, on est dans le pragmatique, dans le vécu. Donc là, la prochaine auteure est une femme, jeune femme, je pense qu'elle est née dans les années 70, américaine. Elle a travaillé un peu partout dans le monde et elle vit maintenant à Paris. Il s'agit de Erin Meyer. Son livre « La carte des différences culturelles, 8 clés pour travailler à l'international » aux éditions Diateino est vraiment une référence. Erin Meyer s'appuie sur son expérience pour proposer un ouvrage pratique, illustré d'histoires vécues avec une touche d'humour, et ça nous permet d'envisager la collaboration interculturelle comme une réelle force au sein des équipes en entreprise. Elle décrypte les différences culturelles selon 8 points. La communication, l'évaluation, la persuasion, la façon de diriger, la prise de décision,
la confiance, encore là, la gestion du temps et l'organisation du temps. Nous permet de comprendre et de dépasser d'éventuels blocages ou quiproquos entre différentes cultures afin de créer des conditions de travail harmonieuses qui permettent d'être optimales quand il s'agit d'une équipe. Tout professionnel, s'il garde à l'esprit l'importance de la relativité culturelle et une certaine souplesse nécessaire à une bonne collaboration, détient les outils pour faire de la présence de nombreuses cultures dans son équipe une richesse inestimable. Que ce soit à Bamako, à Bruxelles ou à Montréal, c'est effectif. Les équipes multiculturelles sont plus efficaces. Alors, je suis certaine que tous les gestionnaires et chefs d'équipe qui nous entendent seront fort intéressés de prendre connaissance de cet ouvrage. Enfin, Cécile, pour terminer ce tour de littérature, vous nous amenez maintenant au bout du monde, en Asie. En effet, un petit livre très, très intéressant qui s'appelle « Toujours à l'Est » de Benjamin Pelletier, le récit d'un séjour d'une année en Corée du Sud aux éditions Philippe Piquier. C'est une exploration littéraire de la société sud-coréenne entre la ville et la montagne, rencontres et paysages, réalité et imaginaire, avec une exploration et un décryptage interculturel très riche. Je suis très, très chanceuse parce que j'ai eu la chance de rencontrer Benjamin Pelletier en tant que collègue en interculturel lors de son passage au Salon du Livre de Paris il y a quelques années. Lui est un spécialiste de l'interculturel. Il a vécu et travaillé au Moyen-Orient et en Extrême-Orient. Il intervient en entreprise comme formateur en management interculturel et enseigne dans quelques grandes écoles. Oui. Vas-y. De belles pistes pour initier ou approfondir l'interculturel dans des milieux différents, que ce soit au niveau du travail, que ce soit en Amérique du Nord ou en Asie. Cécile Lazartigue-Chartier, c'est toujours un plaisir de vous recevoir à l'émission et nous mettrons les différentes références littéraires dont vous nous avez parlé aujourd'hui sur le site web de l'émission de radio. Alors Cécile, je vous dis à la prochaine pour une autre plongée dans la communication interculturelle. Merci beaucoup. Un petit erratum pour commencer. Dans le précédent épisode, j'avais écorché le titre du livre récipiendaire du prix France-Québec. Cela s'écrit, cela se prononce Kukum, K-U-K-U-M. C'est écrit par Michel Jean, donc toutes mes excuses. Pour clore cette émission, je vais redonner la parole à Martin Bioroun qui voulait évoquer un proverbe uruguayen et un proverbe musical. C'est exact, Martin? Oui, il s'agit de va le chanter à Gardel, c'est une expression par rapport au chanteur réclamé par l'Uruguay, l'Argentine et la France, Carlos Gardel, qui, ça veut dire, raconte pas des histoires, très utilisé en Uruguay et aussi à Buenos Aires en Argentine. C'est le proverbe le plus en lien, je pense, avec la francophonie pour partager avec vous et toute la famille francophone dans le monde. Merci de nous avoir raconté cette histoire et on va continuer d'en raconter encore avec vous. Mais merci. Et c'est ce qui vient conclure cet épisode de La Voix de la Diversité, le balado de Francophonie sans frontières. Merci à vous qui nous écoutez aux quatre coins de la francophonie. À l'animation, Thibaut Temerman. Merci à nos invités Martin Bioroun, Lionel Moussongo et Cécile Lazartigue-Chartier. Montage vidéo, Scott Molichaud. Réalisation, Sophie Hamel Dufour. Une production Radio Francophonie sans frontières, FSF 2021. Pour nous rejoindre, voici notre adresse courriel radio.franco-sans-frontières, frontières avec un S, @gmail.com. Nous vous disons à la prochaine, portez-vous bien.